Les camarades, s'il vous plaît, on va commencer ce plénier qui clôt donc la 3e journée de l'Université d'été de Révolution Permanente. Hier, en fait, nous avons fait un meeting qui, je pense, a été un moment très fort et de beaucoup d'enthousiasme. Mais nous voudrions aussi, en fait, nous ne voudrions pas finir cette université d'été sans un moment, en fait, de discussion et d'échange, à la fois, en fait, qui permet de tirer un premier bilan de cette université d'été, mais surtout de discuter des suites. On a choisi de faire ça ce soir parce qu'en fait, demain, il y a un certain nombre de camarades qui vont devoir partir avant la fin de la journée pour, en fait, la simple raison qu'ils sont obligés de travailler lundi. Voilà, le capitalisme nous gâche même la dernière journée de notre université d'été. Bon, je ne vais pas en rajouter sur la fierté et la joie que nous avons en fait d'avoir organisé cette université d'été et de voir en fait autant de monde, autant de jeunes, autant de travailleurs en fait qui ont mené des luttes importantes dans ce pays en fait pendant les dernières années. La fierté que c'est pour nous aussi en fait d'avoir plusieurs camarades d'autres pays, à la fois des camarades qui font partie de notre organisation, mais aussi des camarades qui n'en font pas partie de notre organisation internationale, mais avec lesquels nous sommes en train d'entamer un échange, une collaboration internationaliste d'une autre valeur. Et je pense que pour tous les camarades qui ont assisté au topo qui vient d'avoir lieu avec les camarades coréens, à quel point en fait c'est enthousiasmant et important de pouvoir avoir ce type d'échange. Donc, le plénier d'aujourd'hui a pour titre la nouvelle organisation révolutionnaire. Donc moi, en réfléchissant en fait à comment introduire ce débat, je vais essayer de ne pas être trop longue parce que l'idée c'est d'avoir en fait un débat avec la salle. Je me suis dit qu'on pouvait en fait découpler cette question en deux parties. La première partie, c'est pourquoi une organisation, tout court, pourquoi une organisation révolutionnaire. Et la deuxième, c'est pourquoi une nouvelle. Donc je vais commencer en fait, par la première partie et comme point d'accroche. Moi, je voudrais en fait parler de quelque chose qui nous est arrivé ce matin dans l'atelier qui a été animé en fait par Jean-Marc sur la question de la répression. Il y a en fait un camarade à lui qui a été son avocat pendant de très nombreuses années, qui vient d'une tradition très différente de la nôtre. C'est un camarade qui est un ancien militant de la gauche prolétarienne, donc maoïste, qui a 85 ans et qui est un avocat militant qui a dévoué en fait toute sa vie au militantisme, derrière en fait les idées qu'il croyait justes. Et ce camarade, la première chose qu'il a dit en arrivant en fait à un débat avec Jean-Marc sur les questions de répression dans les années 70 et en voyant une salle blindée où en fait à peu près 90% de la salle devait avoir moins de 25 ans, il disait en fait qu'il était très surpris parce que dans son imaginaire, la jeunesse à ce moment de l'année serait nulle part ailleurs, sauf en fait ici. Il serait en fait à la plage, serait en train en fait, de se préparer pour partir en boîte de nuit, pour picoler. Nous on rigolait en disant que ici, en fait, on peut faire ici la même chose le soir, après avoir discuté de politique, c'est pas tout à fait incompatible. Mais je pense en fait que cette remarque d'un camarade qui en sait quelque chose parce qu'il a une longue expérience, dit quand même en fait quelque chose de vrai. Ça fait un certain nombre d'années en fait que nous travaillons à la construction d'un courant dans l'ONPA et ensuite d'une organisation révolutionnaire en France, et nous nous sommes beaucoup heurtés à une sorte en fait d'esprit de l'époque qui était en fait très imprégné dans en fait les têtes de la jeunesse, qui était un esprit très hostile à la nécessité de s'organiser et en particulier de s'organiser politiquement. S'organiser pour lutter dans la fac, dans le lycée pendant une lutte précise, oui, mais s'organiser dans un collectif spécifique sur une question ponctuelle, sur un combat partiel, ok, mais s'organiser dans une organisation politique qui a pour but de changer l'ensemble de la société était quelque chose en fait qui n'était pas très à la mode, disons, qui n'avait pas la cote, l'idée en fait de militer dans un parti révolutionnaire dans la jeunesse. C'est y compris pour ça que tout ce qui était en fait la mouvance anarcho-autonome s'est beaucoup développé pendant ces années-là. Il y avait une énorme radicalité qui s'exprimait dans la rue, mais la nécessité de s'organiser politiquement dans la durée n'était pas comprise comme telle, en tout cas en fait, par la plupart de la jeunesse. Donc je voudrais essayer de commencer en fait à énoncer, même si je pense que les choses sont en train de changer et que cette université d'été en fait est un symptôme de ça, qu'il y a une nouvelle génération de jeunesse, que parce qu'elle commence à lier ses combats spécifiques, que ce soit en fait pour leur avenir, pour le fait en fait de ne pas avoir un avenir de précarité, de misère, que ce soit en fait pour avoir le droit à une planète où on puisse vivre dans quelques années, ou que ce soit en fait contre le patriarcat, contre les oppressions en fait, contre les personnes LGBT, etc., etc. Il y a de plus en plus une conscience qui est en train d'émerger,
que ce sera très compliqué de pouvoir avoir en fait même des avancées considérables sur ces terrains si on ne s'attaque pas au cœur de la bête. Et le cœur de la bête, c'est le système capitaliste lui-même, celui en fait qui profite de l'exploitation et de la précarisation de la jeunesse, celui qui cherche en permanence à nous diviser, et celui en fait qui se sert aussi des oppressions aux femmes et aux LGBT au service de cette division qu'il veut imposer à notre classe. Mais néanmoins, je pense en fait qu'il n'est jamais de trop de rappeler pourquoi, alors qu'en fait on est ici dans cette belle montagne, qu'on pourrait tous être en train en fait, de nous baigner dans le lac qui est dans le village d'à côté, ou de nous promener, etc., pourquoi on prend 4 jours pour en fait avoir autant de discussions, et pourquoi en quelque sorte, y compris en fait, c'est un prolongement de nos vies, pourquoi on consacre nos vies à cette tâche en fait qui peut apparaître des fois en fait un peu idéaliste, de changer non seulement un aspect de la société, mais de changer la société de fond en comble, et pourquoi au service de ça nous engageons autant de force, non seulement dans l'organisation de cette universalité, mais dans le travail qui est celui patient, gris, et parfois en fait dur, de construction d'une organisation révolutionnaire dans une époque qui n'est pas révolutionnaire. Et donc je voudrais en fait dire quelques arguments qui me semblent importants pour rappeler en fait pourquoi les travailleurs et la jeunesse ont besoin de s'organiser et de s'organiser en fait dans un parti politique qui défende leurs intérêts. Le premier, les camarades, c'est que pour la plupart de ceux qui ont pu assister à différents ateliers, nous avons beaucoup discuté de l'ennemi que nous avons en face. De plusieurs points de vue, nous avons discuté en fait de la situation du capitalisme, de comment en fait les capitalistes sont en train de se préparer à décharger la crise en fait sur le dos des travailleurs par le biais de l'inflation, de comment les différentes puissances impérialistes sont en train de se préparer à des nouvelles boucheries mondiales, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons discuté ce matin de comment en fait l'État, dans en fait, ces différents échelons national et international, dispose d'un arsenal répressif incroyable pour pouvoir en fait mater toute résistance du prolétariat et de la jeunesse et de l'ensemble en fait, des combats émancipateurs. Donc la première idée que je voudrais évoquer ici, c'est qu'en général, il est un peu difficile de combattre en fait une armée avec, je sais pas, en fait un pistolet à eau. Donc de ce point de vue-là, face à cette organisation internationale et nationale, face à cet appareil répressif, face à cet appareil idéologique qui dispose d'universités, d'instituts de pensée, qui dispose de tous les médias qui bourrinent la tête des travailleurs, ce serait totalement illusoire et naïf que de penser qu'on peut aller olé olé et improviser notre résistance et notre réaction. La seule façon de pouvoir abattre un ennemi ce n'est pas pour un hasard qu'il perdure et qu'il existe toujours depuis des décennies et décennies, malgré plein de tentatives révolutionnaires et plein de camarades au travers de l'histoire que nous avons qui sont battus contre ce système et qui ont péri sans pouvoir l'abattre. Si le capitalisme était facile à abattre, il ne serait déjà plus debout. Et si on n'avait pas besoin en fait, d'une organisation puissante pour l'affronter, encore une fois, en fait, de nombreuses révolutions dans le passé en fait, auraient déjà été victorieuses. Nous avons en fait beaucoup discuté dans les ateliers de l'après-midi, par exemple, de la question, de ce point de vue-là, en fait, du rôle de la stratégie dans la lutte contre le système capitaliste. En France, il y a une tendance en fait forte à la combativité, à la lutte de classe. C'est un pays où on ne passe pas en gros en fait beaucoup de mois ou d'années sans avoir en fait une grande lutte nationale. Vous avez vu en fait dans le meeting la camarade Tabea en fait de l'Allemagne qui nous expliquait à quel point pendant de nombreuses années ils nous regardaient vers la France et limite ils nous enviaient parce que dans leur pays il ne se passait rien et en France on avait à peu près en fait 2 luttes importantes par an, en tout cas dans la dernière période de 2016 jusqu'à 2020 ça a été en fait beaucoup le cas. Mais néanmoins, ces luttes, le fait de lutter, le fait de se battre, la détermination, et ce qu'on est en train de voir en fait, lutte après lutte, ne suffit pas forcément à emporter des victoires. Et pourtant, en fait, notre classe, elle a besoin de victoires. Elle a besoin en fait de prendre confiance dans ses forces au travers des victoires partielles qui renforcent
sa confiance dans la possibilité d'abattre l'ensemble du système capitaliste dont elle est en fait à la fois le principal levier parce que c'est elle qui fait tout tourner, mais aussi en fait la principale victime. C'est les travailleurs qui se cassent le dos pendant en fait toute leur vie pour ensuite avoir une retraite de merde, voire en fait des fois mourir avant même de pouvoir prendre leur retraite. Et on voit que le gouvernement veut encore aggraver cette situation. Et ça, c'est pas juste un problème français, c'est un problème mondial. Les capitalistes, ils cherchent systématiquement et à chaque fois qu'ils ont la possibilité à faire en sorte en fait que ce soit nous qui payons le prix lourd de leurs profits avec notre santé, avec notre temps, en gâchant en fait nos vies. Donc de ce point de vue-là, comme nous disions dans les ateliers que nous avons eus les différents après-midi sur le livre, sur en fait stratégie et art militaire, la victoire n'est pas un fruit du hasard. C'est en fait Léon Trotsky qui disait ça. Elle n'est pas le fruit mûr de la maturité d'une classe qui lutte et qui apprend. La victoire, elle est une tâche stratégique. C'est-à-dire qu'elle demande d'avoir beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup de dévouement, mais elle demande aussi d'avoir un plan de bataille. Un plan de bataille qui ne s'improvise pas, et un plan de bataille dont la source principale pour nous, ce sont les expériences du passé de notre propre classe. De ce point de vue-là, le parti politique, en plus d'être une façon d'essayer de en fait, avoir une force matérielle capable de s'opposer à la force matérielle du capitalisme, de son État et de son armée, le parti aussi est une sorte en fait, d'organisateur de la mémoire collective de la classe. C'est-à-dire en fait quelque chose qui sert à ce que en fait, à chaque fois qu'on se bat, on ne soit pas obligé de partir de zéro. Qu'on puisse apprendre en fait, des erreurs du passé, apprendre des victoires et surtout des défaites pour faire mieux et pour nous donner les meilleures chances possibles de la victoire. Parce qu'on sait, les camarades, c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici dans cette université d'été, que quand il s'agit de révolution, la victoire ou la défaite, ce n'est pas en fait un problème de degré, ce n'est pas un problème qui est indifférent. Quand on perd et ça coûte très cher. Parce que quand la révolution perd, ce qui vient en fait, c'est la contre-révolution, c'est le fascisme, c'est en fait des massacres qui finissent par en finir, même physiquement, avec des générations entières de travailleurs et de jeunes qui se sont battus. La vengeance des classes dominantes, elle est immense. La classe dominante française est une spécialiste de la question. Il suffit de penser dans le résultat en fait de la Commune de Paris, de comment en fait les Versaillais et en général la bourgeoisie française a fait payer avec le sang des communards en fait leur exemple qu'ils avaient essayé de donner au prolétariat international. Donc de ce point de vue-là, la question de en fait apprendre des défaites du passé elle est fondamentale et c'est pour ça que pour nous, à la fois c'est une immense joie et c'est très important de voir l'immense poids qu'a la jeunesse en fait dans cette université d'été et dans notre organisation, parce que la jeunesse est l'avenir de la révolution, mais en même temps, nous considérons en fait une énorme chance que d'avoir des camarades qui viennent de d'autres traditions, qui parfois y compris viennent avec d'autres trajectoires, de d'autres stratégies, mais qui sont passionnés par le fait de transmettre leurs expériences, l'expérience de leurs victoires et de leurs échecs aux jeunes générations pour que les jeunes générations puissent faire mieux à l'avenir. Et les camarades, la question en fait, qu'on peut se poser à partir de là, c'est si on est d'accord en fait que le système capitaliste ne va pas tomber tout seul, qu'en général, pour abattre en fait un système qui a quand même perduré depuis longtemps et qui en fait dispose de beaucoup de ressources, on est obligé de s'organiser, etc., etc. La question de savoir c'est quel est le choix. Parce que beaucoup de gens se questionnent en fait sur le fait de militer. Le militantisme, des fois, ça bouffe notre temps. On aurait envie parfois en fait de faire autre chose. Donc on peut avoir l'impression qu'en fait on est en train de perdre des choses, de laisser des choses de côté, de rater des choses dans notre vie pour pouvoir militer. Mais la réalité, c'est que nous n'avons pas d'autre choix, si ce n'est en fait que de nous résigner et de se dire voilà, ce monde en fait il est pourri, nous allons tout droit vers la barbarie, acceptons-le parce que nous ne pouvons pas faire autre chose. Donc de plus en plus, je pense en fait que les nouvelles générations sont en fait face à un choix décisif, à un choix de vie, c'est-à-dire en fait soit se résigner à essayer d'obtenir en fait des joies illusoires dans un système qui nous apporte de moins en moins de joie, ou d'essayer de mettre leur énergie, leur jeunesse au service d'un projet qui n'est pas sûr de marcher, parce que la révolution, en fait, elle n'a jamais gagné d'avance,
mais qui est en fait la seule perspective d'un avenir pour la jeunesse, pour la planète et pour l'ensemble en fait des personnes exploitées et opprimées par ce système. Les camarades, les réserves que beaucoup de jeunes avaient par rapport aux partis politiques n'étaient pas totalement fondées. Parce que sinon, en fait, on dirait que les jeunes, ils étaient comme ça, en fait, anti-parti par hasard. La réalité, c'est qu'une bonne partie des organisations politiques qui, pendant de nombreuses années, ont parlé au nom des travailleurs et de la jeunesse, ont trahi les intérêts des travailleurs et de la jeunesse. Il suffit de penser à quel point, en fait, à une époque, le Parti socialiste était considéré comme un parti de gauche et comment, en fait, en 2016, il est devenu le principal ennemi des travailleurs et de la jeunesse parce qu'il était en train, en fait, à la tête de l'État, déclencher des attaques sans précédent contre les conditions de travail des travailleurs et contre l'avenir de la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement que en fait, cette expérience très importante qui avait été faite en 2016 risque de revenir en arrière parce qu'il y a une tentative malheureusement de réhabilitation de ce parti en fait, réactionnaire qui se dit de gauche mais qui est un parti de droite, qui est le Parti socialiste, par la NUPES, et ça c'est un véritable problème. Et en même temps, je pense aussi que beaucoup de jeunes craignaient, ou peut-être en fait craignent encore, que le fait de s'organiser et de s'organiser collectivement, c'est quelque chose en fait qui nuise à leur liberté, qui nuise à leur capacité en fait de penser par eux-mêmes. Et je voudrais dialoguer avec cette idée que je pense qui est très présente, parce que la réalité, c'est que pendant les périodes révolutionnaires, le fait de militer est le choix en fait le plus naturel. Nous, on disait beaucoup ça à une époque. Pour ceux en fait, qui ont vécu 68, quand on était jeune en 68, la question qui se posait pour la plupart des jeunes, c'est est-ce qu'on militait chez les Mao, chez les Trots, etc., etc. Et ceux qui ne militaient pas, c'était un peu les cons. On est passé une phase où c'était le contraire. Les gens cool, c'était ceux qui ne militaient surtout pas, qui étaient des libres penseurs, et les militants politiques, c'était des dogmatiques, endoctrinés, qui couraient derrière un petit chef. Et je voudrais dialoguer avec cette idée parce que je pense que derrière cette idée, il y a une victoire idéologique majeure du capitalisme et de la bourgeoisie sur une génération, et je pense que c'est très bien en fait, que ceci soit en train de changer. Le capitalisme, de la même façon qu'il essaye de faire croire que le travailleur blanc est ennemi du travailleur noir, que le travailleur hétérosexuel est ennemi du travailleur homosexuel, etc., etc., le capitalisme essaye de faire croire qu'on ne pense bien que tout seul. C'est-à-dire c'est une arme pour empêcher la seule chose qui peut abattre le capitalisme, que c'est l'intelligence collective. Parce que ce n'est pas chacun chez soi, en regardant BFM à la télé ou même en regardant sur Internet qu'on pense bien, c'est ici ensemble, tous ensemble, par des discussions, et y compris par des désaccords, parce que c'est bien quand il y a des désaccords, il y a des débats. C'est comme ça qu'on peut faire avancer notre projet, notre conscience et cette organisation dont on a besoin pour pouvoir abattre un système qui doit être abattu si on veut en fait pouvoir sauver l'humanité et la planète. La nouvelle génération, les camarades, qui est en train d'émerger sur tous les terrains militants. Nous, on parle beaucoup de la nouvelle génération ouvrière parce qu'on s'y intéresse particulièrement, mais ce n'est pas que dans le mouvement ouvrier. Il y a une nouvelle génération dans la jeunesse, dans le mouvement étudiant, des lycéens politisés comme jamais j'avais vu dans ma vie militante. Et moi, je milite depuis un certain nombre d'années. Pas trop, mais quand même un peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et que la présence massive de jeunes dans cette université d'été est un petit symptôme de ça. Et que peut-être nous allons commencer à inverser cette idée et que la jeunesse d'aujourd'hui va en fait prendre le flambeau des combats des révolutionnaires de 68, de 17, de l'ensemble des processus révolutionnaires. Il va créer une nouvelle tradition pour faire en sorte que le marxisme révolutionnaire, que le trotskisme ne soit plus en fait, comme je disais dans un autre débat, une pièce de musée, mais redevienne un outil pour l'action révolutionnaire et pour la victoire.
Donc je ne sais pas si je vous ai convaincu du fait qu'il faut s'organiser, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais présumer que oui. Et si ce n'est pas le cas, vous direz dans le débat. Et donc je vais poser la deuxième question. S'il faut s'organiser, qu'il faut s'organiser dans une organisation révolutionnaire pour abattre ce système, la question qui peut se poser, en fait, c'est pourquoi en créer une nouvelle? Parce qu'il existe une extrême gauche dans ce pays, l'extrême gauche qui a une certaine tradition, qui, y compris en fait, dans le cas de lutte ouvrière en particulier, est plus nombreuse que nous. Il suffit d'aller à leur fête, en fait, vous voyez que c'est un peu plus grand quand même que l'université d'été de Révolution Permanente. Et donc on pourrait penser, ah mais vous allez ajouter encore une chapelle, encore en fait les trotskistes qui divisent, la division, 3 trotskistes, ça fait, etc. Vous comprenez, non? Voilà, tout ce genre de blagues. Donc moi je veux essayer en fait, de justifier pourquoi nous on pense que nous avons non seulement le droit de construire une nouvelle organisation en France aujourd'hui, mais le devoir. Nous pensons, les camarades, que les organisations révolutionnaires doivent être mesurées par la pratique, que la pratique en fait est le guide pour savoir si ce que nous sommes en train de construire est juste ou pas, si notre ligne est la bonne ou non, etc., etc. Nous venons de traverser une période, comme je disais, extrêmement intense de la lutte de classe. Tous les secteurs de notre classe sont mis en mouvement, de façon désordonnée. Et ça aussi, ce serait le rôle d'un parti, non? De ordonner ce qui est désordonné dans la lutte de classe. Mais elle est sortie, elle s'est battue de façon radicale. Il y a eu des processus extrêmement forts, des grèves reconductibles qui ont duré des mois, des processus en fait de insubordination, des soulèvements populaires comme ça a été le cas des Gilets jaunes. Et pourtant, on a le droit de se demander où étaient les révolutionnaires, où était l'extrême gauche pendant cette période-là. Parce que non seulement l'extrême gauche n'a pas été capable en fait de jouer un rôle très important, il faudrait, si quelqu'un en fait a un exemple où LO ou le NPA ont joué un rôle déterminant dans un des combats de 2016 jusqu'à maintenant, en fait, moi, je veux bien en discuter, mais moi, je n'en connais pas. Non seulement, en fait, ils sont en grande partie restés observateurs de cette grande poussée de la lutte de classe, et de ce point de vue, n'ont fait aucun apport, y compris pour combler les faiblesses qu'il pouvait y avoir dans ce mouvement, comme était par exemple la grande confusion idéologique qui était dans la tête de certains gilets jaunes. Mais cette jeunesse, cette extrême gauche, pardon, se montre de plus en plus incapable d'offrir une alternative et d'attirer vers soi les nouvelles générations qui pourtant sont en train de se radicaliser, de se politiser sur en fait des questions qui l'amènent à l'anticapitalisme. Si on regarde en fait le monde d'aujourd'hui, la chose la plus naturelle du monde, ce serait que l'ensemble des courants du mouvement révolutionnaire soient en train de se renforcer et de voir rentrer dans leur rang de nombreux jeunes issus en fait de mouvements contre le climat, pour le climat, contre le patriarcat, du renouveau des luttes LGBT, etc., etc. Et la réalité, ce n'est pas du tout ça. Le PA est dans une crise extrêmement prolongée et est un parti en fait très vieillissant, même si en fait pendant les campagnes électorales ils attirent quelques jeunes. Et dans le cas de lutte ouvrière, c'est encore en fait plus marquant. Je pense que quiconque, en fait, les jeunes qui sont ici, en tout cas en fait la plupart, voient que c'est difficile de penser comment un jeune d'aujourd'hui se sentirait en fait très enthousiasmé et très attiré par lutte ouvrière, par son discours dogmatique, par le déni qu'ils font, y compris avec la question des oppressions spécifiques, par en fait une forme de marxisme arrêté dans le temps, un marxisme un peu pièce de musée. Et donc si nous pensons que nous avons le droit et le devoir de créer une nouvelle organisation, c'est parce que nous pensons que la jeunesse de ce pays mérite de retrouver à l'extrême gauche des organisations qui donnent envie de militer et pas en fait juste des pièces de musée qui ne donnent pas envie de grand chose. Et de ce point de vue-là, le NPA et avant lui en fait la LCR et Lutte ouvrière, qui sont en fait les deux grandes organisations de l'extrême gauche depuis de très nombreuses années. Il y avait une troisième en fait, mais qui est pas mal décomposée ces derniers temps en fait, qui est très dégénérée, qui est le courant en fait issu du lambertisme. Donc les principales organisations sont surtout en fait le NPA et Lutte ouvrière. Et ces deux organisations sont en fait une sorte de miroir inversé. Elles ont en fait chacune
leurs propres défauts, qui sont en général les défauts opposés de l'autre, mais qui n'en font pas une politique révolutionnaire. Pour être très synthétique, parce que nous avons déjà discuté de ça dans certains topos, on pourrait dire en fait, que dans le cas du NPA, il y a une forte tendance, une tendance lourde à l'adaptation à tout type en fait, d'innovation politique, réformiste, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau phénomène réformiste, en ce moment c'est la NUP, le NPA en fait saute dessus. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, y compris en fait en mettant en péril l'indépendance politique de cette organisation. Nous avons vu pendant en fait, la campagne électorale, dans la façon comme ils ont appelé à voter pour les listes de la NUPES, mais nous sommes encore en train de voir, il suffit de regarder la place qu'ils accordent en fait, à la présidente du Parlement de la NUPES dans leur propre université d'été. On est en train de voir à quel point cette logique opportuniste d'adaptation, en fait, de ne pas avoir une intransigeance stratégique, et surtout d'avoir abandonné depuis très longtemps le fait d'avoir comme priorité l'implantation dans la classe ouvrière et le fait d'avoir des forces matérielles au travers lesquelles imposer leur politique, que tout ça est en train d'amener une forme de liquidation d'un courant qui pourtant est un courant en fait, qui pesait dans la politique française et qui a y compris en fait, fait des choses bien par le passé, mais qui aujourd'hui, de toute évidence, en fait, ne sert plus à l'organisation en fait, de cette tâche difficile que je vous disais, qui est l'organisation en fait, de la victoire stratégique du prolétariat sur cet ennemi aussi puissant en fait, qu'est le capitalisme mondial. Et en face du NPA, nous avons une autre organisation qui, elle, apparaît en fait, comme une organisation très orthodoxe, très marxiste, très attachée à la classe ouvrière, mais qui par contre en fait, a des conceptions que de notre point de vue s'éloignent beaucoup de ce que nous considérons être le marxisme révolutionnaire. Pour nous, le marxisme révolutionnaire, les camarades, n'a rien à voir avec une sorte en fait, de somme de distribution de bulletins de boîte qui parlent des problèmes de la machine à café et de propagande de communisme les jours de fête devant en fait, le château de Presles. Le militantisme révolutionnaire dans la classe ouvrière, c'est un militantisme qui doit faire en sorte que la classe ouvrière devienne un sujet non seulement de ses propres luttes, mais un sujet de l'émancipation de l'ensemble de la société. Et ça, les camarades, ce n'est pas parce que nous faisons un fétiche de la classe ouvrière. On ne trouve pas que les ouvriers sont en fait ni plus beaux, ni plus intelligents en fait, que les gens qui sont issus de d'autres classes sociales. Mais nous sommes, parfois oui, parfois non. Ça dépend. Mais le système capitaliste est fait de quelle sorte que nous sommes matérialistes, les camarades, que pour pouvoir arrêter cette machine qu'est le système capitaliste, il faut avoir le doigt dedans. Et ceux qui ont le doigt dedans, ceux qui peuvent empêcher en fait la machine de continuer à tourner, ceux qui ont le doigt dans l'engrenage, ce sont les travailleurs dans le sens large du terme. Pas juste les ouvriers en bleu de travail des usines, etc., comme dit le stéréotype des années 50, mais pour nous, la classe ouvrière, qui est l'immense majorité de la société, sont tous ceux qui, pour vivre, n'ont pas d'autre choix que de vendre leur force de travail en échange d'un salaire et qui ne répriment personne. En gros, en fait, la police, les matons, vous avez compris, en fait, ne sont pas nos camarades. Cette classe, les camarades, contrairement à ce qu'ils disent nos ennemis, elle n'est pas en fait en train de diminuer de taille. La classe ouvrière n'est pas en train de disparaître. La classe ouvrière, dans le sens que je viens de dire, elle est plus forte que jamais, surtout à l'échelle mondiale. Le capitalisme, il y a un camarade qui disait ça en fait plutôt aujourd'hui, le capitalisme il a rendu un service à la révolution. Il a fait en sorte que des pays qui, il y a encore en fait quelques décennies, étaient des pays totalement agraires, où la classe ouvrière était minoritaire, aujourd'hui sont des pays avec des majorités prolétariennes et qui commencent à lutter, et c'est ça qui explique les situations type Myanmar, type Sri Lanka, et je pense en fait que nous allons voir, votre génération va voir un géant se lever dans les prochaines années, que ce sera le prolétariat chinois, qui est probablement en fait le prolétariat qui ressemble le plus le prolétariat russe du début du XXe siècle. Très concentré, très homogène et avec une grande capacité de combat le jour où il va en fait se débarrasser de en fait les chaînes qui le tiennent aujourd'hui en fait très réprimé dans le cadre d'un système et d'un régime en Chine qui est extrêmement répressif pour les travailleurs et dans lequel ils ont beaucoup de difficultés à s'organiser. Donc cette génération, elle doit se préparer à ça.
elle doit se préparer à la revanche des prolétaires du monde entier. C'est pour ça que pour nous, c'était aussi important d'avoir ici à cette tribune nos camarades internationaux, de les faire venir à notre université d'été, d'avoir des échanges, parce que même si en fait on gagne en France, les camarades, et ça sera déjà très difficile, vous pouvez être sûrs que si il n'y a pas des forts mouvements révolutionnaires en Allemagne, en Italie et en Espagne, ça ne va pas durer très longtemps. Toutes les révolutions victorieuses ont été victimes d'invasions extérieures, de tentatives de la bourgeoisie de l'exil et de la bourgeoisie internationale d'en finir avec cette révolution. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des exemples pour leurs propres travailleurs. Donc la condition de la victoire du mouvement révolutionnaire en France est aussi en fait l'existence et la possibilité de la révolution dans en fait d'autres pays, en particulier dans les pays voisins. Et en même temps, une révolution en France jouerait sûrement un rôle très fort de contagion. On sait à quel point la France est une vitrine de la lutte de classe internationale. Et de ce point de vue, les camarades, la responsabilité des révolutionnaires en France, elle est encore plus importante. Parce que nos victoires, elles pèsent à l'étranger, elles peuvent vous donner des idées et elles peuvent donner des exemples ailleurs dans le monde. Par synthétiser, le miroir inversé infernal en fait, entre le NPA et LO était en fait synthétisé dans, pour ceux qui ont déjà assisté à ça, le débat annuel qu'il y avait entre le NPA et LO à leur fête tous les ans. Vous n'avez pas besoin en fait, d'y aller, si tu avais déjà vu un débat, tu pouvais déjà savoir comment allaient être tous les autres. Le résumé, c'était lutte ouvrière qui disait « Vous avez abandonné le communisme révolutionnaire, nous sommes les seuls communistes révolutionnaires. » Et le NPA qui répondait « Vous êtes dogmatique, nanana, etc. etc. » Voilà, un débat en fait qui n'a pas d'issue dans en fait, les cadres qui étaient ceux des coordonnées de l'extrême gauche en France. Nous, les camarades, nous n'avons pas commencé par créer en fait une petite boutique, une petite chapelle pour en fait planter notre petit drapeau en France. Nous avons passé 12 ans à mener une lutte politique acharnée à l'intérieur du NPA, à la fois en fait pour tenter d'éviter la liquidation de ce parti qui, malgré ses défauts, était tout de même en fait un parti indépendant et qui représentait historiquement en fait une partie du mouvement ouvrier. Et en même temps, en fait, nous sommes battus aussi pour essayer de faire en sorte que ce parti devienne un parti utile au combat de la classe ouvrière, de la jeunesse, etc., etc. Cette tâche, elle a été extrêmement compliquée et ce processus, en fait, il a fini par notre, en fait, exclusion plus ou moins assumée par la majorité du NPA. Mais néanmoins, les camarades, je veux vous dire que nous ne sommes pas tristes d'être partis du NPA, plutôt le contraire. Parce que la réalité, c'est que la seule façon de faire bouger les lignes de l'extrême gauche, y compris de peut-être renouer un dialogue avec les militants sincères de ces organisations, c'est d'être capable de faire la démonstration, même en petit, qu'une autre politique révolutionnaire est possible. Et de ce point de vue, le fait d'avoir une organisation, même petite, les camarades, aujourd'hui, nous sommes 500 à avoir participé de cette université d'été. Je ne vais pas vous mentir, pour faire la révolution, c'est que dalle. Comparé au nombre de militants et de sympathisants qui ont LO, par exemple, on est encore petit. Mais néanmoins, cela fait au moins 40 ans qu'il n'y a pas eu une organisation révolutionnaire avec des militants ouvriers, avec plusieurs centaines de militants et beaucoup de jeunes qui a émergé à côté des grandes maisons du trotskisme français. Ce serait la première fois. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons l'impression qu'en fait, Révolution Permanente, au-delà même des camarades qui étaient déjà engagés à nos côtés, peut devenir un pôle d'attraction pour plein de militants qui sont combatifs dans les luttes et qui ne trouvent pas une organisation dans laquelle ils se sentent de militer, mais aussi pour de nombreux militants qui en fait sont déçus par des années d'une routine, d'une adaptation militante qui ont été en fait celles de courants comme le NPA et LO. Ces deux courants-là, en fait, ils ont des formes différentes d'adaptation au régime démocratique bourgeois. Dans le cas du NPA, l'adaptation, elle passe fondamentalement par
le fait d'avoir comme centre de gravité de leur politique la participation aux élections, et cela a été le cas en fait depuis le début. Le NPA n'a jamais été en fait un parti fort pour la lutte de classe, un parti avec une très faible implantation dans la classe ouvrière, une composition plutôt axée en fait sur des profs et des cadres de la fonction publique. Rien contre les profs et les cadres de la fonction publique, mais pour faire la révolution, il y a besoin d'autres métiers aussi. Et en même temps, en fait, le NPA, il avait un avantage par rapport à Hello, qu'il était un peu moins pessimiste et qu'il était un peu plus ouvert sur des luttes, en fait, qui n'étaient pas des luttes directement économiques de la classe ouvrière. Donc plus ouvert sur les questions LGBT, plus ouvert sur les questions féministes. Mais néanmoins, sans avoir pour cela une stratégie. C'est-à-dire, en fait, notre problème, ce n'est pas de combattre chacune des oppressions de leur côté. Ça aussi, c'est une façon, en quelque sorte, d'accepter les divisions que le capitalisme nous impose. La seule façon de pouvoir vaincre, y compris contre les oppressions, et ça ne veut pas dire en fait que c'est automatique, c'est de faire en sorte que tous ceux qui souffrent dans cette société, ceux qui souffrent le racisme, ceux qui souffrent en fait la homophobie, ceux qui souffrent la misère, la famine, se mettent ensemble dans un plan de bataille commun pour pouvoir en fait obtenir la victoire. Et ceux qui sont capables d'organiser ça et qui ont la force, le volume de force suffisant pour articuler l'ensemble de ces combats, c'est la classe ouvrière par la place qu'ils occupent dans la production, mais aussi les camarades parce que les prolos, ce sont aussi des femmes, des gays, des LGBT, etc. Dans le cas de lutte ouvrière, les camarades, nous avions le problème inverse. Lutte ouvrière a des travailleurs implantés dans plusieurs entreprises et très attachés au problème de la classe ouvrière. Mais ils ont une conception selon laquelle penser que la classe ouvrière en fait, joue un rôle central signifie que tous les autres combats sont des combats secondaires et que donc on ne doit pas s'en occuper maintenant. Et ça, c'est la pire connerie, désolé pour le terme, possible. Parce que c'est totalement en fait illusoire de penser qu'on va pouvoir détruire les divisions que le capitalisme nous impose en niant la souffrance spécifique de nos propres frères de classe. De penser qu'on va gagner une personne racisée qui est victime de racisme au combat anticapitaliste, au combat révolutionnaire, au combat pour détruire le capitalisme, sans partir du fait de reconnaître sa situation d'opprimé, sans combattre le racisme, sans combattre l'extrême droite qui l'attaque tous les jours. Les révolutionnaires et les prolétaires, ils ont besoin de montrer qu'ils sont utiles aux gays, aux femmes, aux jeunes qui sont pour le climat, que c'est eux qui sont capables d'articuler leur combat dans une lutte commune. Et ça passe par le fait d'intégrer leurs revendications comme les nôtres, de faire des revendications du mouvement écolo, les revendications du mouvement ouvrier comme ont fait nos camarades à Grand Puy. De faire de la revendication contre les violences policières, contre le racisme, une bannière du mouvement ouvrier, comme ont fait nos camarades de la RATP et de la SNCF pendant le conflit contre la réforme des retraites, et on pourrait continuer en fait à énumérer les exemples. Donc en quelque sorte, si on pense qu'on a le droit d'exister, c'est parce qu'on pense qu'on peut essayer d'apporter une réponse à ce miroir infernal sans solution. Et cette réponse pour nous les camarades, elle est simple. C'est une politique qui est convaincue que la classe ouvrière a un rôle central à jouer, mais qui n'a pas une conception ouvriériste de penser en fait que les ouvriers ne s'intéressent que en fait à l'économie, les salaires, etc. Mais au contraire, qui intègre au combat de la classe ouvrière toutes les questions, toutes les oppressions, tous les problèmes de la société, quels qu'ils soient, et toutes les personnes qui sont touchées par ces attaques-là. Et donc c'est pour ça les camarades, mais aussi, bon, je sais donc que nous avons le droit, mais je voulais insister que c'est plus qu'un droit. Nous pensons véritablement les camarades que nous avons le devoir. Parce que si nous nous prenons un tant soit peu au sérieux, et je pense en fait que nous nous prenons au sérieux, parce que sinon on ne serait pas ici en fait en train de débattre de 10h du matin jusqu'à 22h du soir, si nous nous prenons en fait un tant soit peu au sérieux, la question en fait de savoir si les nouvelles générations qui sont en train d'émerger vont trouver une organisation dans laquelle ils puissent se retrouver pour construire un outil pour la révolution, peut marquer la différence entre la victoire
ou la défaite dans les processus qui vont avoir lieu dans les prochaines années, les camarades. Il y a une situation nouvelle qui est en train de s'ouvrir, des luttes, il y en aura, des révoltes, il y en aura, des processus révolutionnaires, il y en aura. Mais tout ça, ça peut avoir lieu parfois même sans l'existence des militants révolutionnaires. Contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas les révolutionnaires qui déclenchent les révolutions. Les révolutions sont des processus confus et relativement en fait spontanés. Les révolutionnaires sont ceux qui s'y préparent pour être capables de, au moment venu, aider avec leur force, avec leur expérience, avec leurs militants, ces processus-là à aller vers la victoire et pas vers la défaite. Et comme on disait avant, en fait, la défaite, elle se paye très cher. Donc en général, quand on rentre dans ce jeu, on a intérêt à gagner. Pas besoin d'applaudissements, camarades. Je dis ça parce que c'est pas un meeting, camarades. C'est une introduction en fait pour un débat que nous on voudrait en fait que ce soit un débat plus de réflexion entre nous. Donc pour essayer en fait de aller vers la fin de cette discussion, de cette introduction en tout cas, nous avons en fait décidé, donc les camarades après notre exclusion du NPA, de lancer un processus vers une nouvelle organisation révolutionnaire plus large et plus nombreuse que ceux qui étaient les militants de départ de ceux qui étaient le courant communiste révolutionnaire du NPA et qui sont aujourd'hui en fait les militants de révolution permanente. Beaucoup de camarades ont déjà fait un bout de chemin avec nous au travers de la campagne que nous avons menée pour la candidature d'Anas et ont fait une première expérience à nos côtés et beaucoup de ces camarades qui se sont démenés sur les routes en cherchant des parrainages se trouvent ici dans cette salle et ça pour nous aussi c'est une grande fierté et en même temps nous pensons qu'il y a en dehors de cette université d'été beaucoup de camarades, de jeunes, de travailleurs qui en fait se retrouvent avec la même avidité, avec le même type de questions, c'est-à-dire en fait qu'il y a un espace pour la construction d'une organisation révolutionnaire forte dans la jeunesse et dans le mouvement ouvrier. Et de ce point de vue-là, nous avons décidé de pas seulement nous constituer une organisation politique avec les quelques 300 militants en fait que nous étions, mais plutôt de lancer un processus plus large en invitant de nouveaux camarades à nous rejoindre et à faire partie du processus constitutif de cette nouvelle organisation. Donc nous avons réuni plus de 300 camarades en fait, dans une conférence nationale au mois de juin qui a voté un appel à une nouvelle organisation que j'espère en fait que vous avez lu et sinon en fait on peut vous envoyer. Mais nous avons aussi élu un comité d'animation provisoire qui a en fait pour tâche de conduire ce processus jusqu'à la création de la nouvelle organisation. Ce comité d'animation il va se réunir dans les prochains jours. On va se reposer un petit peu après cette université d'été et ensuite on va organiser une réunion. Il va proposer un calendrier, mais l'idée c'est de lancer un processus avec la création de comités locaux dans les facs, dans les différents lieux de travail pour cette nouvelle organisation, de produire des textes qui vont être les textes fondateurs et d'avoir un large processus démocratique de discussion sur les textes fondateurs et programmatiques de la nouvelle organisation. Et notre idée, ce serait d'avoir donc un congrès de fondation où on espère en fait qu'on sera très nombreux vers le mois de décembre pour en fait pouvoir lancer une nouvelle organisation, un nouveau parti politique en France révolutionnaire et qui puisse représenter une alternative face en fait à l'échec qui a été celui de l'extrême gauche pendant les dernières années. Et en même temps, les camarades, nous avons pensé cette université d'été en quelque sorte en fait comme le premier moment de ce processus-là. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de discussions qui tournent autour en fait de ces questions de parti, de stratégie, de bilan de l'extrême gauche. Pour nous, en quelque sorte, en fait, la nouvelle organisation, elle commence ici et nous voulons véritablement en fait vous inviter, dans la mesure où vous êtes d'accord avec ce projet, de poursuivre après cette université d'été la discussion et de vous engager dans ce processus. Mais c'est pour ça que nous vous invitons aussi à aujourd'hui dans ce débat intervenir, poser des questions, etc. Non seulement en fait pour dire comment vous voyez cette perspective d'une nouvelle organisation, si vous y trouvez votre place ou pas, etc. Mais aussi pour faire en fait un premier bilan de cette université d'été en profitant du fait que demain il n'y aura pas tout le monde et nous pensons en fait qu'après avoir passé 3 jours ensemble
extrêmement intense au point que moi, du haut de mes 40 ans, je suis très fatiguée quand même. Je suis plus aussi jeune que vous. Mais en fait, c'est 3 jours très intenses. Essayer de tirer un premier bilan ensemble, à la fois en fait sur les points positifs et les faiblesses, parce que nous pensons en fait que c'est comme ça que nous pouvons avancer. Nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas en fait une organisation parfaite. Nous sommes en fait des militants acharnés dans la tentative de construire en fait avec nos petits bras, pas très musclés encore, une organisation en fait qui soit utile à notre classe et à la révolution dans ce pays et dans le monde.